l'action d'André Malraux, ça a été en fait d'avoir une diffusion culturelle pour tout le monde, avec cette phrase que l'on retrouve dans les discours d'André Malraux au moment des grandes lois sur le patrimoine, au moment des lois sur les secteurs sauvegardés, au moment de la création du ministère. Finalement, l'action culturelle doit consister à transmettre au plus grand nombre les plus belles choses. Tous les compartiments de l'action d'André Malraux, aussi bien dans la diffusion de la création au travers des maisons de la culture, aussi bien au travers de l'action sur le patrimoine, il y a cette volonté que la culture soit accessible au plus grand nombre et que la culture s'adapte à son temps. Et c'est sans doute cela l'actualité du message d'André Malraux aujourd'hui. L'association encourage, en France comme à l'étranger, souvent avec l'appui de prestigieux partenaires institutionnels et privés, des colloques, des tables rondes, des rencontres, conférences, expositions, projections, concerts, actions et manifestations culturelles au sens large. Alors André Malraux n'est jamais venu en parenthèse. Il est venu en pays de Savoie-Mont-Blanc au moins une fois pour le discours des Glières en 1973, 3 ans avant sa mort. Mais comme sa vie, ce qu'il incarne, son message, son écriture sont bien évidemment universels, il n'est pas incongru de parler ici à Moutier d'André Malraux. Malraux n'est venu qu'une fois en pays de Savoie, avec ce discours des Glières, qu'étant un peu plus jeune qu'Hervé, moi j'ai eu la chance d'entendre, puisqu'il avait été retransmis, c'était le premier dimanche de septembre en 1973, j'étais lycéen terminant, et ce discours, en fait, qui est beaucoup moins célèbre que celui de l'entrée au Panthéon de Jean Moulin, fait quasiment écho au discours de l'entrée au Panthéon. Les ombres inconnues qui se bousculaient aux Glières dans une nuit de jugement dernier n'étaient rien de plus que les hommes du nom. Mais ce nom du maquisard obscur collé à la terre pour sa première nuit de mort suffit à faire de ce pauvre gars le compagnon de Jeanne et d'Antigone. L'esclave dit toujours oui. C'est vrai qu'on retrouve ces intonations dans le discours des Glières, en même temps que l'éloge de ce qui a été l'engagement d'André Malraux dans la Résistance. Ce patrimoine du XXe siècle avec le début des constructions de stations, ce patrimoine du XXIe qu'on est occupé de construire, donc finalement, puisqu'on a su écrire cette histoire multiséculaire, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, il faut qu'on soit capable de pouvoir poursuivre le chemin. Aujourd'hui, on a une pression très très forte de la part de la population, de la part des élus, pour voir protéger de plus en plus de monuments. On protège en gros un peu moins de 400 monuments par an. Hein. Voilà. Mais attention, ce n'est que ce qui est protégé. Il y a tout ce qui est, toutes les demandes de protection qui sont faites aujourd'hui. Regardez la problématique des églises, la reconnaissance patrimoniale d'une église aujourd'hui, alors qu'il faut reconnaître qu'elles sont de plus en plus désaffectées, permet de justifier son maintien, son entretien, etc. Et donc on a énormément de demandes de protection d'églises. Est-ce qu'il faut protéger toutes les églises de France? Mais on va continuer de se promener en Savoie en montant dans les alpages et en abordant la question du bâti d'alpage, chalet d'alpage. Donc c'est vrai qu'au regard de la commission des sites, la loi montagne, on parle de chalet d'alpage. Et puis, quand on est sur le terrain, chalet d'alpage, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Donc, du coup, nous, on s'attache plus particulièrement à parler de bâti d'alpage. Donc, pour nous, ce bâti d'alpage apparaît aujourd'hui comme un patrimoine d'intérêt commun et un patrimoine sur lequel on est amené assez régulièrement à intervenir à différents niveaux. Je n'étais pas élu à cette époque, mais au moment des Jeux d'Albertville en 92, il y a une convention entre le département de la Savoie, à l'instigation de Michel Barnier, pour réhabiliter les chapelles et églises baroques. Parce qu'elles existaient, mais on ne les voyait pas.
Et les Savoyards, la plupart d'entre eux, n'étaient pas conscients du joyau qu'ils avaient. Donc il y a eu d'abord un programme de restauration pour que là où il y avait des dégradations, des réparations soient faites. Et ensuite, il y a eu tout un volet d'animation avec des guides du patrimoine pour faire visiter ces chapelles et églises baroques, avec un centre d'interprétation du patrimoine à la fois en Tarentaise et en Maurienne. Avant le grand développement du tourisme d'hiver, eh bien, cette petite chapelle se trouvait simplement sur une voie de passage qui permettait de basculer de l'autre côté dans la vallée de la Maurienne notamment. Donc c'était vraiment, il n'y avait pas de route carrossable, mais des sentiers et un muletier qui permettaient de traverser, d'aller de l'autre côté. Donc un plan qui, au niveau de l'architecture, est très particulier. Il y a finalement peu d'édifices qui proposent ce type d'architecture dans la région. C'est que cet édifice a une histoire très riche. Non seulement donc il y a cette tradition avec cette statue qui aurait été trouvée, etc. Donc une dévotion très forte à Marie, mais également très tôt, et surtout à partir des années 1600, ce sanctuaire a été considéré comme un sanctuaire à répit. On appelle ça un sanctuaire à répit ou à vie. Très attaché à ce sanctuaire, donc nous avons décidé de le restaurer. Cela a pris 3-4 ans. Et a priori, je crois comprendre que c'est une première, donc on en est d'autant plus fiers. Et je remercie, je ne sais pas, Jean-Luc Favre, qui est-ce qui a eu l'initiative. Qui, au-delà des chemins du baroque, depuis toutes ces années, a développé beaucoup de parcours patrimoniaux. Ce sont les pierres fortes de Savoie pour l'histoire de l'architecture militaire et des fortifications, Terre des Alpes pour les villages typiques. Maintenant, nous avons un circuit avec EDF pour visiter les barrages, les sentiers de l'hydroélectricité, et nous avons plein d'autres projets. Donc nous essayons en Savoie d'avoir un patrimoine vivant. Et au-delà de ces parcours thématiques dont je vous ai parlé, nous avons eu en France, je crois, le premier pays d'art et d'histoire aussi vaste, puisque c'est le pays d'art et d'histoire des Hautes-Vallées de Savoie qui regroupe la Maurienne voisine, la Tarentaise où nous sommes, le Beaufortain et le Val d'Arly. Donc nous sommes vraiment très impliqués en cette démarche. La télécabine de Courchevel, pour nous, c'était très important d'avoir un objet qui symbolise massivement la présence massive du tourisme en Savoie. Et donc ce sera, je pense, un objet assez phare du parcours permanent. L'acquisition d'éléments de vêtements de ski. Donc on va essayer d'acquérir sur
tout le XXe siècle. Je veux dire que la cathédrale de Moutier, c'est un millefeuille. Je crois que ça, tout le monde s'y accorde. Un premier évêque il y a 1600 ans, une reconstruction consacrée par le grand saint Avite lui-même il y a un millénaire et demi, sans doute une étape carolingienne dont il nous reste au moins une pierre, la cathédrale romane d'il y a 1000 ans, celle dont on célèbre cette année ce millénaire, la transformation de la façade occidentale dans le style gothique au XVe siècle, les multiples transformations de la période classique entre le XVIIe et XVIIIe siècle, et puis, suite aux destructions de la Révolution, la reconstruction néoclassique de la fin des années 1820. Et je vous épargne l'histoire de la peinture et de la sculpture dans cette cathédrale qui est aussi extrêmement complexe. Ce village de C s'étage donc dans des plaines verdoyantes et va vers le col du Petit Saint-Bernard. Au col du Petit Saint-Bernard, l'hospice fondé il y a près de 10 siècles par Saint Bernard des Alpes sortait anéanti du dernier conflit mondial. Un petit groupe de personnes motivées, sous mon impulsion et celle de Jean Massé, alors maire de Montvalzan, se met au travail. Une structure associative, dite Association du Petit Saint-Bernard, est créée, qui travaille en étroite collaboration avec les élus des collectivités locales des deux versants du col. Parce que ce patrimoine, il est finalement à dimension variable. Il peut être monumental et parfois millénaire, on a évoqué la cathédrale. Il est parfois administratif, je pense ici à l'architecte Dénarié, qui a semé quelques éléments d'histoire dans notre patrimoine de Tarentaise. Il est aussi d'altitude, et on pourrait en citer beaucoup, mais je voudrais juste citer Charlotte Perriand. Il n'y a pas, en tous les cas pour moi, de patrimoine qui ait plus de valeur qu'un autre dans tout ce que l'on vient de dire, même si certains sont plus visibles que d'autres, même si certains sont mieux valorisés que d'autres. Et là, en parcourant ces sentiers, on peut trouver cachée dans une forêt ou dans la forêt une petite chapelle. Alors elles ont ces chapelles, il y en a, avec des noms un petit peu différents, mais c'est souvent des Notre-Dame. Notre-Dame de tout pouvoir, Notre-Dame des Vernettes, Notre-Dame de la vie, Notre-Dame des grâces, voilà, plein de petites chapelles comme ça, qui nous accueillent sur notre chemin. Et puis souvent, tout en parcourant ces sentiers, on fait une découverte inespérée avec un bouquet de sabots de Vénus, avec quelques pieds de lys martagon, avec une grosse touffe de violettes très odorantes. Puis, on continue notre marche. Un peu plus haut, on arrive au niveau d'un village très pittoresque, fleuri, qui vous accueille. Et vous décidez d'entrer dans l'église qui se trouve là sur la place. Une église dont vous pouvez admirer son clocher à bulbe. Et par chance, cette église, les portes sont ouvertes.